Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Jumpscare Home Video, la série de podcasts spécial de Jumpscare dédiée au cinéma de genre qu'on aime en format physique. Vous le savez, on parle souvent d'édition dans nos podcasts, que ce soit de vieux DVD poussiéreux, de films découverts en VHS ou de ressorties Blu-ray, et il y a même quelques personnes de l'équipe qui travaillent dans l'édition de temps en temps. Ça nous semblait donc logique de lancer cette série de podcasts qui aura un rythme de sortie totalement irrégulier. On le fera quand on pourra et quand on aura l'occasion de le faire, car l'idée c'est aussi de donner la parole aux gros kamikazes qui, en 2026, luttent pour éditer et restaurer des films en DVD, en Blu-ray, en 4K. Et c'est dans les missions de Jumpscare de valoriser ce genre de travail qu'on juge essentiel à la survie et surtout à la préservation de films pour que ces œuvres continuent de vivre et de se transmettre d'une génération à l'autre sans être menacées d'être supprimées du jour au lendemain d'une plateforme de streaming. Je suis Romain Plourde et vous écoutez le premier épisode de Jumpscare Home Video. Et pour inaugurer cette série, on reçoit un éditeur qui s'est donné une mission, remettre le cinéma japonais à sa juste place dans nos DVD tech, que ce soit des classiques du cinéma d'Yakuza comme Violent Streets, des gros films de baston de lycéens avec la future ressortie de Cross Zero 1 et 2 de Takashi Miike, plusieurs coffrets dédiés à Gamera, la fameuse tortue géante, violente et volante, qui tentera de faire concurrence à Godzilla, un coffret entier dédié au Kaidan, des histoires de fantômes, plusieurs coffrets dédiés à Kamen Rider, et même, et ça c'est fou, une collection dédiée aux perles du V-Cinéma, des films complètement tarés destinés au marché de la VHS à l'époque du boom des vidéoclubs au Japon, et aussi des films de grands cinéastes japonais, injustement peu distribués en France, comme le grand Kinji Fukasaku. Bref, il y en a pour tout le monde. Cet éditeur, c'est évidemment Roboto Films, géré par Alexandre, qui est avec nous ce soir. Alexandre, comment ça va ? Eh ben ça va super, merci de m'avoir invité. Hâte de discuter un petit peu de cinéma japonais avec vous. Eh ben je le redis, mais merci à toi d'être avec nous. C'est un sujet vaste, on va essayer d'être rapide et concis parce qu'en plus t'es assez limité par le temps, je crois, ce soir, les enfants à gérer. Oui, un dossier supplémentaire, ouais. Oui, c'est ça. Et je suis accompagné de Mathieu. Comment ça va, Mathieu ? Ça va très bien. Très content d'être là, parce que je rêvais qu'en fait qu'il y ait un podcast dédié spécifiquement à ça, et voilà, enfin. Oui. En fait, toi, Alexandre, tu découvres un peu, mais ça fait depuis 3 ans et quelques qu'on est là. Et les podcasts dédiés à la vidéo, dédiés au Blu-ray, aux éditeurs, etc., c'est très très demandé. Et nous aussi, ça nous titillait un petit peu. Donc voilà, forcément, on est très très heureux. Pour se lancer, pour y aller gentiment, tu as fondé Roboto Films vers fin 2023. C'est ça. Il me semble, ouais. Et je crois que tu n'avais jamais travaillé dans le cinéma ou l'édition auparavant. Du tout. Non, moi, rien à voir. Alors j'ai fait plein de boulots différents, mais les derniers boulots que j'ai fait, c'était surtout du coaching dans l'IT, donc rien à voir, dans l'informatique, donc tout ce qui était agilité, ce genre de choses. Donc je travaillais essentiellement là-dedans, donc chez des sociétés comme Ireco, Decathlon, des choses comme ça. Oui. Avant de Grand écart Decathlon Roboto, en effet. Ouais. C'est sportif dans les deux cas, mais ouais, non, je travaille pas du tout dans le cinéma. C'était d'ailleurs pas mal de choses à découvrir en accéléré au début, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ? Ah bah moi je vois derrière vous vos collections là, bah vous voyez, moi derrière c'est pareil, hein, donc bah ouais, donc là aussi une partie quoi, mais bah c'est ça, c'est vraiment moi je suis né en 77, donc j'ai grandi avec les vidéoclubs comme pas mal de monde. C'est marrant d'ailleurs, dans le milieu de la vidéo tu retrouves beaucoup cette génération justement, donc grandi avec les vidéoclubs, et puis progressivement avec une ouverture sur d'autres cinémas, donc avec quand HK Vidéo est arrivé, l'explosion de Wong Kar-wai en France, etc. Ensuite en vidéo, Wildside qui avait sorti des trucs complètement dingues sur des cinéastes dont on n'avait jamais entendu parler et qui étaient cultes au Japon, mais en France totalement inconnus. Hein, tu vois, des coffrets comme celui de Tomo Uchida ou des choses comme ça, c'était vraiment c'était la grande classe, quoi. Donc et puis voilà, les choses ont évolué dans le milieu de la vidéo, et moi j'ai toujours voulu travailler dedans, mais habitant en province, forcément déjà c'était compliqué parce que tous les éditeurs, à part 2-3 comme Artus ou Rimini, étaient en région parisienne,
et donc c'était compliqué de rentrer dans ce milieu-là. Et depuis que maintenant, voilà, on est sur un cinéma de niche, donc bah, vous le savez aussi bien que moi, hein, donc les prix sont devenus accessibles pour le commun des mortels, et on peut se lancer. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu. Moi, c'est vraiment il y a cette double dimension que j'aime bien. C'est certes le cinéma, mais aussi tout le travail éditorial. Moi, je trouve ça super intéressant de voir d'un éditeur à un autre les petites différences, sur quoi certains sont meilleurs que d'autres, etc. Et puis voir un petit peu toutes ces petites différences, et que ce soit en France ou même ailleurs. Hein, quand tu vois au Royaume-Uni, Arrow travaille pas de la même façon que Eureka, qui ne travaille pas de la même façon que BFI. Enfin, Oui. c'est très très intéressant. Ils ont tous leur petite personnalité Ouais, différente. En fait. ouais. Ouais. Mais du coup, à la base, c'était quoi l'ambition? Est-ce que c'était lié au cinéma japonais spécifiquement? Est-ce qu'il y avait vraiment une envie de faire une collection dédiée complètement au cinéma japonais et de mettre la barre au max tout de suite? Ouais, c'est complètement. Bah, en fait, si tu veux, il y a deux raisons. C'est que le cinéma japonais, je le connais plutôt bien, en tout cas mieux que sur les autres pays d'Asie du Sud-Est. Enfin, je connais vraiment bien le cinéma, enfin vraiment bien. Je connais mieux que sur le cinéma HK, Corée du Sud, etc. Même si voilà, je touche un petit peu ma bille dessus, mais c'est surtout mon dada. Et puis c'est vraiment le cinéma que je préfère. Moi, tout ce qui est cinéma japonais, années 60-70, c'est vraiment c'est mon grand kiff, quoi. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi surtout le fait que en France, à part Carlotta et puis parfois une édition ou deux par an chez d'autres éditeurs, il y avait quasiment plus rien quoi sur le cinéma des années 60-70. Tu vois on parlait de Fukasaku tout à l'heure. Fukasaku, il y a encore 3-4 ans, on trouvait en France en vidéo Battle Royale 2, Les Évadés de l'espace, et c'est tout. C'était les seuls qu'on trouvait. Donc, on se dit sur une filmographie de plus de 60 films d'un maître comme Fukasaku, alors Fukasaku un parmi d'autres, hein, donc côté Gosha on trouve plus rien. Enfin, on a trouvé en DVD Ouais. pendant longtemps, mais aujourd'hui on ne trouve plus. Quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui a 20-25 ans, qui veut se lancer en vidéo pour trouver des films de Fukasaku, de Gosha, de Uchida, d'Okamoto, etc. Bah il y avait très peu d'offres quoi. À part encore une fois Carlotta qui en faisait quand même quelques-uns par an. Et il y avait vraiment un manque, et moi c'était vraiment, c'est ce que je dis souvent avec Roboto, c'est sortir les films que je voudrais voir sortir finalement. Ouais, tu te fais plaisir, quoi. Ouais, ah bah oui, complètement, ouais. Et puis c'est vrai que voilà, après moi j'aime bien après aller papillonner à droite à gauche. Voilà, il y a Fukasaku, il y a du classique, il y a du Gosha, il y a pas mal de choses. Et, on a fait du Teru Ishii aussi. Et puis c'est aussi aller voir, bah voilà, le V-Cinéma, aller voir des films un peu plus obscurs comme Well God ou des choses comme ça. Et puis c'est d'aller chercher un petit peu toutes ces choses qui nous manquent, notamment en France, quoi. Là où on en trouve maintenant beaucoup, notamment au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Voilà, en France, l'idée, c'était d'apporter tous ces films-là ici. Et du coup, le cinéma japonais en France est perçu, tu l'as très bien dit, par quelques gros cinéastes. Il y a Ozu chez Carlotta, qui a été très bien représenté. Kurosawa, Miyazaki, évidemment, on n'en parle pas. Mais toi, t'es arrivé avec cette envie, cette vision de vouloir démocratiser un peu plus tout ça, d'autres cinéastes. Est-ce que tu penses que ça commence à fonctionner au bout de 2 ans d'existence? Oui. Alors c'est très variable. C'est même assez étonnant où parfois je me dis bah tiens là derrière il y a un réalisateur assez connu donc bah ça va bien partir, etc. Et à l'inverse des choses je me dis c'est complètement obscur et ça marche très fort. Donc c'est très très aléatoire. C'est assez étonnant, hein, tu vois. Moi j'ai eu un coup, alors, je le dis souvent, mais tu vois là pour l'instant la meilleure vente chez Roboto c'est de loin la trilogie Heisei de Gamera. Bah, bien Qui sûr. était un de nos premiers titres. Et du coup, moi, quand on a sorti le nouveau coffret avec les films Showa en décembre dernier, j'étais plein de confiance là-dessus. Et au final, ça n'a pas marché du tout. Donc c'est assez étonnant, quoi. Des fois, t'as des surprises, quoi. Et tu sais pourquoi? Alors, oui, pour avoir posé la question sur les réseaux sociaux, il y avait plusieurs facteurs, et notamment l'embouteillage qu'il y a eu sur la fin de l'année dernière. Ah bah bien sûr. Là, C'est vrai qu'il y avait le chat qui fume, il y avait tout le monde qui sortait des trucs. c'était un truc de fou, quoi. T'avais Bubble Pop qui sortait des gros coffrets aussi. Évidemment, à toute épreuve, là, c'était, tu sais que voilà, fan de cinéma asiatique égale, j'en vends un. Voilà, c'est sûr, c'est plié. Moi, c'était, enfin, tu sais, je sais plus avec qui j'en discutais il y a pas longtemps, et on se disait, mais
ça en devient même drôle, c'est que quand HK annonce à toute épreuve ou histoire de fantôme chinois, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais mis dans un panier, dans un site pour le commander, et j'ai même pas réfléchi en fait. C'est hop, 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 commandé, voilà, c'est plié, et puis après tu dis au fait, c'est vrai, je vais commander tel film, et c'était vraiment, on ne réfléchit même plus quoi. Et, ça, Bah, c'est HK aussi. mais Bah, voilà. HK, c'était le grand retour, c'est Ouais. pour ça, là, Puis c'est vrai que à toute épreuve. la restauration était tellement magnifique. Enfin voilà, Hmm. c'était ouais, indispensable. Est-ce que au niveau du choix des films, mais je crois qu'on a déjà la réponse, est-ce qu'il y a une espèce de fil conducteur ou est-ce que vraiment ça fonctionne à l'envie ou comme tu le disais tout à l'heure, par rapport au fait que bah tiens il manque tel film donc je vais me démener pour en fait faire en sorte qu'il soit enfin disponible quoi. Ouais. Alors ça démarre par l'envie. Donc moi avant même de commencer Roboto, je m'étais fait une énorme liste de tout ce que je rêverais de sortir. Et puis après, moi, c'était important que je fasse aussi l'aspect collection qu'on peut retrouver chez Mm. Roboto, donc la collection classique, la collection gangster, tokusatsu, etc. Donc idéalement, voilà, les films qu'on sort rentrent dans une des collections. Alors Tora-san était un petit peu à part. On a mis un petit peu sur sa collection à lui seul, On en quelque parlera part. tout à l'heure de Tora-san. Ouais, Ouais, ça, ouais. c'est vraiment un truc Oui, c'est particulier, nouveau. ouais, ouais. Et donc voilà, donc ça commence par de l'envie, et puis ensuite rentrer ça dans des plannings, dans des collections, faire attention à ce que on sorte pas 4 Kamen Rider dans l'année et puis aucun film de Yakuza ou voilà. Donc il y a aussi ce côté, c'est sur toute la démarche éditoriale, hein, ce côté collection et puis aussi calendrier. Là, tu vois, je me rends compte que on avait fait le coffret les années Showa de Kamen Rider, on a enchaîné assez vite sur le Zeto et J. Et puis là, depuis, là, il n'y a rien cette année qui est prévu en Kamen Rider. Et je me dis merde, c'est vrai que j'aurais dû aussi placer un Kamen Rider cette année, ce que j'ai pas fait. Donc voilà, faut aussi ajuster en fonction des plannings, quoi. Après, tu sors de plus en plus de films. Oui, Ça joue un peu, oui, forcément. oui. Parce que Kamen Rider, c'était une de tes premières sorties. Et à l'époque, t'avais pas beaucoup de sorties tous les 2-3 mois. Là, tu commences vraiment à t'étendre. Est-ce Ouais. que ça joue un petit peu là-dedans? Oui, clairement. Et puis c'est vrai que à un moment, moi, quand j'étais au marché du film à Cannes l'année dernière, je suis sorti avec, alors c'était pas des deals signés, c'est plutôt des intentions et on se met d'accord sur un prix, etc. Le contrat n'est pas signé sur place, mais bon voilà. Et je suis reparti avec 60 films de mémoire de l'année dernière. Donc voilà, donc il faut les sortir. Alors après il y a des coffrets, hein, tu vois, c'est vrai que ça va vite, hein, tu vois, 5 Zatoichi, 5 Tora-san, 6 Vauriens, t'arrives vite finalement à une cinquantaine de films quoi. Donc après ouais, faut les sortir quoi. Et du coup l'idée oui, c'est d'accélérer un petit peu la cadence sans non plus parce que j'ai déjà vu parfois chez certains éditeurs où à un moment on t'en sort tellement que les gens entre guillemets se découragent quoi. Ils Ouais, arrivent il plus à sature un peu suivre. quoi. Ouais. Ouais. Et puis c'est là où c'est soutenu mais encore soutenable. Je pense qu'il faut pas hésiter. À un moment où ça devient vraiment compliqué, ouais, je pense qu'il faut aussi ralentir. Donc voilà. Mais après la démarche qu'il y a derrière aussi, alors là c'est tout à fait personnel, mais c'est que moi je fais maintenant Roboto à temps plein. Et le but maintenant, c'est d'essayer d'en vivre au quotidien. Et Mm. donc du coup, c'est pas avec 5 ou 10 films par an que c'est faisable. Il faut grossir un peu. Faut avoir un rythme plus soutenu et sortir plus de choses, quoi. T'arrives à en vivre là? Pas encore. Pas Pas encore. encore. Non, alors pour être transparent, quand j'ai quitté mon dernier job, j'ai pu bénéficier d'une je perds mes mots, je suis fatigué, c'est le soir. Une rupture conventionnelle. Et du coup, voilà, là, je suis entre guillemets, c'est France Travail qui qui subvient à mes besoins pour quelques mois. Ah oui, Et le but, ok. c'est là à la rentrée de voler de mes propres ailes, quoi. Ok. Mais c'est tendu. C'est vrai que on aura peut-être l'occasion d'en marcher un petit peu, d'en discuter un petit peu plus tard, mais c'est vrai que sur des volumes de vente tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est un peu juste. Euh, et alors même si ça dépend des titres, ou certains titres qui marchent très bien, hein, Zatoichi ça a très bien marché, là où d'autres ont plus de mal, voilà, trouver le bon équilibre. Et après voilà, il faut aussi aller chercher d'autres vecteurs, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je fais de la vidéo, mais tout doucement, on commence à faire un peu de VOD.
Et puis l'idée, c'est aussi de faire des sorties salles dans le futur. Mais bon, là, tout seul, c'est compliqué de mener de front les trois médias. C'est pas possible. Il faut dormir un peu aussi. Aussi, ouais. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que tout ça, c'est aussi lié au milieu de l'édition en France actuellement? Comment il se porte le milieu là? Bah, Selon toi, de ton point de vue. bah pour moi, alors ça, on le voit tous. Hein, on sait que sur le marché global, en termes de volume, ça s'est complètement effondré. Sauf que ça s'est complètement spécialisé, nichisé entre guillemets. Et tout ce qui concerne le cinéma, entre guillemets le vrai cinéma, tire la barque pour l'instant. Ceux qui ont le plus perdu sur la vidéo, mais ils l'ont voulu, hein, parce que leur but c'est de faire grossir les plateformes, c'est tout ce qui est Marvel, Disney, etc. Les gros blockbusters, donc eux, c'est sûr, sont voués à aller sur des plateformes. Et donc la vidéo, ils s'en foutent, quoi. Par contre, c'est vrai que sur la vidéo entre guillemets de niche, ça tient bien. Et on voit les chiffres. Alors, faut prendre les chiffres avec des pincettes parce que on dit oui, là le 4K est en train de très bien marcher, etc. Bon, on est quand même sur des volumes. Les volumes n'augmentent pas, ils continuent à baisser. Par contre, c'est entre guillemets le chiffre d'affaires qui monte parce que les éditions coûtent de plus en plus cher. On commence à avoir des éditions à 40, 50, 60, jusqu'à 100 euros pour un film. Donc forcément, ça fait tirer vers le haut un petit peu tout ce qui est chiffre d'affaires, etc. Par contre, en volume, c'est vrai que ça continue encore à baisser. Et moi, c'est vrai que j'assiste aussi là, même en seulement 2-3 ans, hein, où on voit quand même qu'il y a une petite érosion quand même qui est là. Alors, qui s'explique aussi par le nombre de sorties qu'on voit. Hein, quand on ouvre les années laser chaque mois, quand on voit ce qui sort, Oui. voilà. Et donc les gens sont entre guillemets obligés de renoncer à certaines éditions. On peut pas tout acheter, c'est pas possible. Et là-dessus, je pense qu'il y a, et là c'est juste mon avis perso, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que l'un des risques qu'on peut voir dans le milieu de l'édition justement de niche aujourd'hui sur des petits éditeurs, etc., c'est justement ces éditions à 50, 60, 100 euros pour un film, où bah voilà, quelqu'un qui a un budget de 100 euros pour s'acheter des films sur un mois, là où quand c'était 20-25 euros, il en achetait 3, 4, 5, aujourd'hui il en achète un ou deux. Bah du coup, pour les éditeurs, alors certes, ça fait peut-être un peu plus de chiffre d'affaires, mais en termes de volume, c'est plus compliqué. C'est pas ouf. Ouais. Il y a aussi certaines éditions qu'on n'achète pas volontairement parce qu'on sait que c'est un énorme collector avec des fois des goodies dont on se fout royalement. Je ne citerai personne. Et dont on sait que le même film va ressortir quelques mois plus tard en version simple à un prix beaucoup plus abordable, quoi. Le truc, c'est que quand toi tu sors des films, je me jette dessus illico parce que je sais qu'il n'y a pas de truc à la con. Il n'y a pas de carte postale, il n'y a pas de pins parlant, de machin. C'est le film et des bonus cool, quoi. Donc voilà. On apprend aussi de nos erreurs, je pense, en tant que consommateur. On apprend aussi à faire confiance à certains éditeurs et à d'autres, peut-être un petit peu moins. Et du coup, on ajuste par rapport à ça, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte dans la baisse significative qu'il y a pu y avoir ces derniers mois. Et les soldes. Les soldes. Il y a des éditeurs qui font des énormes soldes à droite à gauche. Et je sais que certains, je dirais, moi, concrètement, des fois, je me retiens pour ces journées-là. Et là, bon, là, je fais cramer les cartes bleues, mais du coup, t'économises. Et là, il y a un gros volume qui part d'un coup, mais je pense qu'on est beaucoup à faire ça aussi. À s'adapter un petit peu. C'est vraiment, je trouve que c'est une question de timing, quoi. Parce que c'est vrai que je pense que certains éditeurs, alors c'est souvent les plus gros, parce qu'ils peuvent se le permettre, entre guillemets, c'est de faire très rapidement une édition simple. Et comme tu dis, Mathieu, parfois c'est 3-4 mois après, tu retrouves quand tu l'as acheté à 25-30 euros et que tu le trouves 3-4 mois après à 15 balles, et tu te dis bon, finalement j'avais pas besoin du packaging machin, parce que c'est peut-être pas forcément un film que tu vénères, donc voilà. Donc faut faire attention à ça. Mais à l'inverse, je pense aussi que il faut pas, et ça aussi c'est ce qu'on peut voir aussi parfois, des éditions à 50 balles le film, et puis il y aura rien d'autre derrière, et puis il y en aura 1500 numérotés, et puis bah t'as intérêt à le prendre parce que sinon après c'est foutu, quoi. Et donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu. En tout cas, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir ces éditions qui sont
un peu luxueuse aussi, hein, parce que c'est vrai que bon voilà, les mediabooks, ça fait que le film est à 27,50. C'est voilà, c'est plus cher que ce qu'on peut parfois voir, en tout cas en Amarais ou des choses comme ça. Mais voilà, une fois que le film arrive en fin de parcours sur le premier pressage, c'est aussi de le proposer dans une édition simple. On a ressorti là les films du coffret Kaidan là, à 15 euros pièce, parce que voilà, moi je croise aussi beaucoup de gens qui me disent moi je peux pas quoi, j'arrive pas à suivre, je peux pas mettre 25-30 balles sur un film, j'ai d'autres choses à payer, les temps comme les œufs sont durs, comme dirait quel le survivant. La vraie ref. Bah ouais. Donc voilà, donc c'est compliqué. Et là où les gens vont plus volontiers. Maintenant, faut pas non plus, effectivement, que ce soit 3 mois après la sortie, bim, on fait la moitié, voire le tiers du prix. Bon, Mm. c'est pas sain. Surtout que toi, t'as pas choisi la facilité, t'as décidé de te lancer dans le cinéma japonais, et on sait à quel point les Japonais sont compliqués pour ce qui est de la négociation des droits. Étant donné que t'as édité des films de la Dai, des films enfin, de plein de grands studios japonais, est-ce que tu peux expliquer rapidement à quel point ça a pu être ou pas compliqué de bosser avec eux, parce qu'on a cette espèce d'image de à quel point en fait c'est la galère dès qu'il s'agit d'éditer du cinéma japonais en France. Donc toi, quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis en pleine galère avec un ayant droit avec qui je travaille pour la première fois, que je ne citerai pas. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, et je te jure, j'en peux plus quoi. Non, de manière générale, franchement, moi j'étais étonné en bien avec la Toei. Alors le plus compliqué, c'est la première approche. C'est Ouais. expliquer, voilà, comme tout le monde, ils te posent la question, mais vous étiez chez qui avant? Est-ce que vous étiez chez Canal, chez Carlotta, chez n'importe? Bah non, non, moi, je viens de nulle part entre guillemets quoi. Et là, bon, souvent le réflexe c'est ouais, en fait c'est un fan, il a plein de d'idées dans la tête, c'est un geek et puis voilà, une fois qu'il va se confronter à la réalité, bon, on n'entendra plus parler quoi. Ouais. Et en fait bon voilà, donc il faut convaincre, et c'est pas toujours facile. Mais voilà, le premier avec qui j'ai travaillé c'était la Toei et c'était vraiment ceux avec qui je voulais travailler en premier parce que voilà, Fukasaku, bah, tous les meilleurs Fukasaku sont chez eux. Et je voulais commencer avec Fukasaku, donc je les ai pas lâchés et finalement voilà, on s'est bien entendu, ça a très bien démarré. Avec Kadokawa, ça se passe hyper bien. Shochiku, c'est un petit peu plus rugueux, mais ils sont pas. Une fois que les choses sont claires, ça fonctionne plutôt bien. Nikatsu sur les visuels peuvent être un petit peu tatillons, mais sinon ça se passe bien. Donc voilà, non, non, moi je suis assez surpris. Alors évidemment, oui, il reste la Toho qui continue à fermer ses portes pour diverses raisons. Mais bon, il ferme la porte à quasiment tout le monde, donc Mm. je le prends pas personnellement. Mais voilà, donc non, non, non. Par contre, c'est dans l'animation que voilà, moi j'en ai discuté avec Philippe là, de Tanoku. Ils ont, enfin, c'est ultra compliqué quoi. Mais alors des Ouais. validations et des fois juste un mail, est-ce que voilà on a fait tel truc, est-ce que Tu parles d'animé adapté de ouais, manga ouais, ou tout ça? ouais. Ouais, mais ça, oui, Et, oui. et eux c'est l'enfer quoi. C'est le moindre la moindre couleur à un moment sur un packaging, et ben ça peut prendre 6 mois quoi. Et c'est Ouais. très compliqué quoi. Tout ce qui touche aux animés, aux mangas, etc. Même dans l'édition de manga en Ouais, papier, hein, c'est des allers-retours de ouais, fou, vraiment pour juste une jaquette par ouais, exemple, pour un ouais, détail. Ils analysent tout, ils suranalysent tout, c'est un ouais. enfer. J'avais un ami graphiste qui avait fait une jaquette d'un Blu-ray de film d'animation, je le citerai pas. Il m'avait montré la jaquette et je voyais marqué version 51 en haut. Je fais ouah la vache. Voilà, c'est ce genre Ah de nous on n'en choses. est pas là du tout. Hein. C'est franchement. Oh non, moi j'ai eu allez peut-être. Alors à part là celui qui me prend la tête en ce moment, mais sinon en dehors de ça, 2-3 allers-retours. Une fois, allez, ça a été un petit peu compliqué parce que c'était. Alors en plus c'était pas de bol parce que la commerciale de Kadokawa avec qui je travaille d'habitude était en congé maternité, donc j'ai eu quelqu'un d'autre. Et alors pourtant, là, tu restais sur le visuel du coffret Kaidan. Donc tu te dis Tony Stella qui a fait la jaquette et tout. Je me dis que s'il y a bien un truc qui va passer sans Ça, problème, c'est celui-là quoi. oui, Eh ça bah ouais, impose. bah non. Bah non, parce que donc la nana me dit, mais attendez, sur le design, hein, sur l'artwork de Tony Stella, on voit la femme des neiges, on voit le fantôme de la lanterne pivoine et on voit le fantôme de Utsuya. Donc on a l'impression que ça vient du même film, que c'est une trilogie, alors que c'est pas le cas. Donc il faut refaire le design.
Et là, je leur dis, attendez, je fais, c'est une peinture. Je peux pas la refaire, quoi. Je vais pas repayer. Alors, en plus, bon, voilà, Tony Stella, c'est 1000 euros, hein, pour avoir un design. Donc, et là, par contre, autant d'habitude, Ah, c'est 1000 € Tony Stella. oui, bah oui, c'est pas étonnant. Ouais, ouais. Oh, bah, c'est pas. Ah non, mais c'est pas du tout un reproche. Du coup, je fais un calcul, puisqu'il fait environ 50 jaquettes de films asiatiques par mois ces temps-ci. Ouais, Je fais un calcul rapide, là. mais ouais, oh, bah, après, c'est pas. Enfin, tu vois, par rapport à la renommée qu'il a, c'est pas déconne. Mhm. C'est Pas déconne. correct. C'est correct. Et donc voilà, et donc là, autant d'habitude, je suis arrangeant, allez, j'essaie de faire marche arrière et puis on trouve une autre solution. Et tout. Là, je leur ai dit, écoutez, c'est pas possible, on peut pas changer ça, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, ils ont compris que c'était pas possible de changer ça. C'est passé, mais ouais, j'ai eu chaud quand même. Et en termes de prix, parce que du coup, quand tu achètes un film, forcément, il y a le prix des droits, etc. C'est quand même un certain prix, et il y a des films plus chers que d'autres. Mhm. Le cinéma japonais, dans sa globalité, est-ce que ça t'a choqué parce qu'au final, c'était pas cher, ou au final, c'est plus cher que t'imaginais? Parce que j'imagine que comment dire, ça varie selon les films, Ouais. mais dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est à peu près ce que. Alors, je m'étais renseigné, hein, évidemment, avant de lancer tout ça. Hmm. J'ai posé des questions à droite, à gauche. Alors, au début, comme je venais de nulle part, ce que je disais tout à l'heure, ils pensaient que voilà, je ne savais pas les prix, et ils m'ont sorti des prix qui étaient 3 fois les prix que je paye aujourd'hui, en fait. En se disant, bah, ça va peut-être passer, quoi. Donc, bon, vaut mieux bien savoir. Mais non, au niveau des prix, non, moi, ce qui me fatigue souvent, c'est parce qu'on paye ce qu'on appelle le MG, le minimum garanti. Donc ça, c'est ce qu'on paye pour avoir droit au film. Et puis ensuite, on verse des royalties en fonction des ventes, etc. Et souvent, alors ils le font pas tous. Kadokawa, par exemple, le fait pas. Ils demandent des frais de livraison. Donc les frais de livraison, c'est on met un fichier sur un serveur et puis bah voilà, tu payes. Et puis alors ça dépend des ayants droit, mais ça varie allez, le moins cher, ça va être 150-200 € et ça peut monter à 700, voire plus. Et pour mettre un fichier sur un serveur, bon, voilà, ça pique un peu, quoi. Et puis Ouais. quand tu fais un coffret, et puis qu'ils te disent que voilà, c'est incompressible, il n'y a pas de négo possible, etc. T'es sur un coffret de 5 films, 700 balles, bon, ça commence vite à, bah, tu vois, ça fait le prix d'un film, du coup, tu vois. T'es en sueur. Ouais, c'est vite compliqué. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que j'imaginais. Certains sont entre guillemets plus bon marché que d'autres, certains sont ouverts à la négo en fonction du volume. Euh, donc voilà, tu vois, par exemple, la Toei, tu vas prendre un film ou 8 films, bah, tu vas payer unitairement le prix du film. Ils vont pas réduire le prix en fonction du volume. Là où Kadokawa, par exemple, est plus ouvert sur ça. Nikatsu aussi, par exemple. Donc voilà, donc c'est assez variable, mais oui, c'est à peu près les prix que j'imaginais. Ouais. Ok. En gros, à partir du moment de la signature du contrat avec un studio jusqu'au moment où le truc en fait est terminé et il est dans tes mains, en moyenne, ça prend combien de temps? Enfin, j'imagine que ça dépend selon les studios, mais Ouais. quel a été le plus rapide et le plus long et le plus stressant? On travaille extrêmement vite parce que comme on n'a pas beaucoup de moyens vu qu'on est, enfin, on joue vu quelques mois, mais voilà, on a très peu de moyens. Donc en fait, dès qu'on achète un film, en gros, il faut se dépêcher à le sortir, à le mettre, avoir suffisamment de design, etc., pour le mettre en préco, etc., pour lancer la machine. Donc on travaille très très vite. Ouais. En gros, alors ça va dépendre. En fait, les délais se rallongent souvent quand on veut faire un coffret ou un mediabook. En fait, en gros, si tu veux, quand tu fais une édition simple avec un amarré, un slipcase, un fourreau, quelque chose d'assez classique, ça tu fais directement chez le presseur, ça va très très vite, en 3 semaines, une fois que tu as livré Ouais. tous les éléments, en 3 semaines c'est bouclé. Par contre, quand tu veux faire un coffret, que tu veux faire avec des digipacks, avec etc., il faut éviter de le faire chez le presseur parce que ça va coûter très cher. Donc il vaut mieux le faire avec une autre société qui est spécialisée dans l'impression, etc. Et là, les délais se rallongent. Là, on est plutôt sur 2 mois facile, juste pour avoir les coffrets vides qui partent ensuite au pressage, etc. Mais en gros, de manière générale, 5-6 mois. Ok. Entre la signature et puis la sortie, ouais, 5-6 mois, ouais. Et il n'y a pas vraiment de projets plus compliqués que d'autres. Là où c'est compliqué, c'est comme là tout récemment. euh,
J'avais fait le calcul, je crois que là on a 19 films engagés là sur les vagues de mai et juin. Et donc là ça fait 6 sorties à faire pour 19 films en tout. Et là c'est du taf quoi, parce que Ouais. euh, alors après, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant et un peu flippé sur les sorties que je fais, donc je vérifie tout. Je revois les films une fois que j'ai les traductions, une fois que le truc est prêt à presser et qu'on a le master disc, je vérifie le master disc. C'est ce qu'il faut après. Oui, ça c'est bien ça. Parce que la faute, une fois qu'elle est là, elle est Ouais. immortalisée Ah après. bah oui. Ah bah oui, Je pourrais t'en parler de ça. Et ça, ouais, il faut être vigilant, mais c'est vrai que quand tu reçois, alors parce que moi en plus je me suis mis il y avait une contrainte que que j'avais pas prévue, c'était la date de livraison des produits finis au CNC pour la prochaine commission. Et en fait j'avais oublié que c'était pour le mois de mai et que du coup, bah si je voulais que le CNC reçoive les titres de mai, mais aussi de juin, il faut que tout soit prêt avant le 11 mai. Ah ouais. Donc du coup, bah, ça a mis un coup de pression. Là, on a bossé. Je peux vous dire que là, Common Screen, j'aurais mis la pression. J'espère qu'ils me pardonneront parce que quand j'ai donné les dates, bon, j'ai vu un petit peu Nicolas blêmir, mais en tout cas, ils ont été au rendez-vous. Ils ont été super. Mais donc ouais, ça c'est ouais. Moi là, c'était tous les soirs, tous les week-ends ces derniers temps, ces dernières semaines, c'était assez. C'est ça qui est intense surtout. C'est quand t'as vraiment des vagues comme ça qui sont proches et puis qu'en plus bah, tu vois, t'auras 5 films, Le Vaurien 6 films, Mm. Cross Zero, il y a 2 films aussi. Enfin voilà, c'est ça va vite quoi. Et aujourd'hui, quel type de public tu touches en France? Est-ce qu'au final, ça a plus touché les cinéphiles aguerris, les gros amateurs de cinéma asiatique, ou tu vois qu'il y a un public un peu plus large qui commence à venir? Et moi, c'est le public que j'essaye d'aller chercher et qui est le plus difficile à avoir. Euh, c'est la fameuse loi de Pareto de 80-20. Euh, les fans de cinéma, entre guillemets, je pense qu'ils sont déjà au courant quand tu annonces des choses parce que c'est relié sur le site de DVD classique, c'est relié dans certains magazines, dans des Ouais. podcasts, etc. Donc, bon, ça se diffuse. Alors, peut-être pas ultra massivement parce que Roboto est pas non plus, n'a pas une puissance de frappe non plus complètement dingue, mais en tout cas, je pense que si on s'intéresse au cinéma japonais, je pense voilà, moi j'ai fait des pages de pub dans Tempura, tu vois, dans des choses comme ça, sur la culture japonaise au sens un peu large. Par contre, le grand public, parce que moi, c'est vrai que je rencontre des fois des gens qui me disent, mais moi, j'avais jamais entendu parler de vous. Pourtant, je suis fan de Kamen Rider, je suis fan de Gabera, etc. Et c'est vrai qu'aller chercher ce public-là, c'est plus compliqué. Après, il y a aussi, tu vois, chez les gens plus jeunes entre guillemets, ils n'achètent pas de support physique. Tu vois, ils vont en salle, ils vont voir les cycles. Tu vois, il y avait un cycle Masumura l'année dernière. Ils vont voir Ouais. ce genre de choses. Tu vois sans forcément s'encombrer avec de la vidéo. Alors je pense qu'une fois que tu as mis le nez dedans, après tu sais plus ressortir. Mais c'est vrai que c'est un public qui est, Mais qui faut est, les qui choper. est- ouais, c'est ça, ouais, c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut aussi aller dans les salons, des choses comme ça. Tu vois, là on va à Rennes le week-end prochain la convention cinéphile. C'est aussi pour aller rencontrer voilà des gens qui bah ils s'intéressaient peut-être au film de Tamasa ou du Chat qui fume et puis en passant tiens c'est quoi ça et puis on essaie de se faire connaître quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, Mm. tu vois, là, aujourd'hui, je paye des pages de pub, des choses comme ça, pour faire connaître Roboto, parce que je sais que là, dans quelques mois, je pourrais plus me le permettre. Donc, euh, on essaye de faire diffuser le plus possible aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais. Et comment est-ce que tu t'y prends pour vendre un film dont tu sais qu'il a un énorme potentiel, mais qui justement est clairement moins connu que Satoshi ou que Combat sans code d'honneur, que les grands classiques en fait. Ouais. Mais un film auquel vraiment tu tiens et auquel tu crois. Bah, en fait, alors, à mon petit niveau, hein, mais je pense que le film fera le boulot lui-même, entre guillemets, tu sais. Ouais. Tu vois, par exemple, Well God, qui sort nulle part, hein, pour le coup. Alors, Well God, pour la petite histoire, quand je l'ai demandé, donc c'est un film d'Aei, donc c'est un film qui appartient à Kadokawa, il n'est pas dans leur catalogue, et quand je leur ai demandé, ils m'ont dit non, c'est pas chez nous. Euh, donc, pour dire que le film, il est plutôt obscur, quoi. Et en fait, quand le film, parce que voilà, je fais aussi des exemplaires presse que j'envoie aux magazines, aux fanzines, aux podcasts, etc. Quand on me les demande.
et ça se diffuse, quoi, parce que tu vois, là c'est pareil, je sais que Bruno de Metaluna a adoré le film. Et ben, il en a parlé à plein de monde, et puis d'un seul coup, tu vois, bah, vas-y, tu peux en mettre 5 10 parce qu'il en a parlé à plein de monde, et puis voilà, ça s'est diffusé. Quand DVD classique en a parlé aussi, ça avait monté Ouais. un petit peu les ventes. Donc voilà, il y a ce côté-là. Maintenant, c'est aussi essayer d'aller chercher, entre guillemets, des leaders d'opinion, quoi. Tu vois, et les bonus contribuent aussi à ça. C'est que là, tu vois, quand tu sors un film et puis je sais pas moi, un Fukasaku et que Olivier Adouchi a écrit un livre sur Fukasaku et puis qui peut être un peu du coup Oui, Ouais. vecteur, tu sais, tu le sors en combo, ouais, oui. voilà, c'est ça. Et puis Ouais. du coup, tu vois, quand on fait du toku, quand on en discute avec Fabien Moreau par exemple, et puis qui participe au bonus, ah bah quand ils vont parler sur les réseaux sociaux, ça va s'étendre parce qu'il connaît plein de monde, etc. Donc il y a tout cet effet-là conjugué, tu vois, ces effets-là conjugués qui font que voilà le film peut. Et puis c'est aussi raconter une histoire, tu vois. Là typiquement, notamment le Crime Hunter, premier film de la vague cinéma, de la Toei, etc. C'est aussi raconter l'histoire qu'il y a derrière. C'est que Et quel Mm. film! Quel ah bah film, les oui, amis! oui, oui. Et celui-là, pareil, il vient de nulle part aussi, hein, parce que là maintenant, enfin voilà, ça commence à se faire connaître parce que Arrow a sorti aussi son superbe coffret qui est Excellent ah coffret, bah ouais. c'est la sortie de l'année dernière. Et j'aurais adoré faire un gros coffret comme ça, mais bon, c'était malheureusement pas possible. Et, et donc ouais, ça sortir de nulle part aussi. Et puis voilà, c'est raconter toute cette histoire par rapport à Crime Hunter, pourquoi la Toei a commencé à faire, alors pas que la Toei, mais la Toei et celle qui a fait la marque V-Cinéma la plus connue. Dans quel contexte c'est arrivé par rapport aux fréquentations de salles, par rapport à la télé, etc. Et c'est super intéressant, quoi. Et au niveau des bonus, justement, t'as les bonus qui sont faits il y a longtemps, historique, je sais pas comment dire, bonus de patrimoine historique, les Ouais. making-of d'époque, tout ça. Il y a les nouveaux bonus, comment tu gères au niveau de ça? Par exemple, j'ai vu que sur Crows, t'avais 2 bonus de base faits par des Français, donc il y a Az et il y a Babylonia. Mhm. Et au final, t'as réussi quand même à rechoper des bonus derrière. Est-ce que ça rajoute beaucoup sur la note? Comment tu te démerdes au niveau des bonus en général? Ça dépend. En fait, il y a plein de cas de figure. Alors, sur du cinéma de patrimoine, tout ce qui est avant années 80-90, il y a rien. Parce que là, c'est Ok. plutôt sur des chaînes de télé qu'il y a eu des choses. Mais là, tu vois, Tora-san, j'ai rien eu. Les Fukasaku, enfin, t'as le trailer et ça s'arrête à ça, quoi. Il y a Ouais. jamais rien d'autre. Même là, j'ai pas encore eu j'ai pas encore eu la liste du matériel sur les combats sans code d'honneur, mais je pense il y aura trop fois rien non plus. Pourtant, tu vois, c'est combats sans code d'honneur. Mais donc sur le patrimoine, il y a quasiment rien. Après, il y a des choses que moi j'essaie de récupérer. Donc soit sur des éditions françaises, si le film est sorti en DVD par le passé. Et donc là, bah, si le label existe encore, je me rapproche et je vois ce qui est possible. Ce qu'on a fait aussi, on l'a fait notamment sur les Kaidan et on l'a fait sur des Fukasaku, c'est d'aller voir les éditeurs britanniques et puis s'arranger avec eux. Bah oui. Voilà, est-ce que je peux utiliser vos bonus, combien, etc. Et puis on se met d'accord. Alors qu'il y a un coût. Les bonus en lui-même, bon, ça va, hein, c'est pas hors de prix, mais après, il faut refaire la traduction derrière, quoi. Alors moi, quand c'est un petit bonus, 20-25 minutes, je fais la traduction moi-même, et puis ça se passe bien. Là, pour garder Ganga Okinawa, il y a un commentaire audio d'1 heure et demie. Là, avec tout ce que j'avais à faire pour les sorties, là, c'était pas possible. Donc, bah là, on va chercher un prestataire avec qui on travaille et puis qui va faire tout le boulot. Et ça a un coût, quoi. En plus, 1 heure et demie de parlotte, c'est voilà, Ouais, mais c'est nécessaire. ouais, ça chiffre vite, quoi. Et puis après, il y a les Ouais. bonus qu'on fait faire carrément from scratch. Donc soit c'est des personnes bah, comme Az ou Babylonia qui ont entre guillemets le matos, ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc là, ils ont entre guillemets, ils ont carte blanche et puis ils sont autonomes là-dessus. Ou alors, bah, et c'est ce qu'on a le plus souvent avec notamment avec Fabien Moreau ou Stéphane Humenildo, c'est d'aller chez Common Screen et puis ils font le tournage du bonus quoi là-bas. Oui. Oui. Ils font le montage, ils font Ok. la capture, ils font tout quoi. Un prestat, en fait, quoi. Ouais, ouais. Et à un moment, alors parfois je fais moi-même. C'est plus rare. Je l'ai fait pour les premières éditions. Là sur les Defu Kazaku sur Shogun Samurai et Violent Panic. J'avais été avec Robin Gâteau à la Cinémathèque et on avait tourné nous-mêmes les
les bonus. J'avais interviewé Claude Leblanc sur Kamen Rider aussi, quand il avait parlé de Ishinomori. Donc ça, c'était... je suis arrivé avec ma petite caméra, puis on a fait ça sur place. Donc t'as raison, pour le coup, c'est Bah ouais, là c'est... auto-rentabilisé, bien en sûr. plus, Claude Leblanc, il habite à 10 minutes d'ici, donc c'est pratique. Donc voilà, donc quand on peut, on le fait, quoi. Est-ce que t'as pas l'impression, en tout cas, moi c'est la mienne, que on n'est peut-être pas dans une espèce de nouvel âge d'or, mais vraiment pas loin. Parce que, enfin, là, on parle de Guerre des gangs à Okinawa, qui était un film qui était sorti chez Wildside il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Et je me rends compte que tous ces films, en fait, je les ai en DVD Wildside derrière moi d'ailleurs. Mais en matière de bonus, maintenant que je les revois, je me dis, putain, c'était quand même pas énorme, c'était pas foufou. Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis. En fait, tous ces films aujourd'hui ressortent dans des copies absolument Mm. magnifiques. Ils sont blindés de bonus. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'arlésiennes en fait qui finissent par sortir dans des éditions qui sont au-delà de nos espérances en fait. Et même si voilà, il y a peut-être de moins en moins de personnes en fait qui achètent du format physique, paradoxalement, on est dans une période où en fait tout ce qu'on espérait voir finit par sortir dans des éditions qui sont juste à tomber par terre quoi. Je Ouais. voudrais un petit peu ton avis là-dessus. Ouais, ouais. Ah bah tu vois, rien que là, c'est cette histoire de catalogue Golden Princess, quoi. Oui, 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 Plus oui. personne n'y croyait. Enfin, on s'était tous fait une raison de se dire, bah, les Jonou, on les verra jamais en meilleure qualité qu'en SD. Alors même s'il y avait des trucs pirates qui circulaient, etc. Mais on se disait, plus jamais ça n'arrivera parce qu'on savait toute l'histoire avec le groupe immobilier qui voulait vendre que le catalogue de 150 films et puis que personne n'avait les reins assez solides pour se payer ça. Et oui, oui, je rejoins. On est sur un âge d'or. Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, on a utilisé le terme édition définitive pour le DVD, pour le laserdisc, Mm. pour le Blu-ray. Je pense que là, les 4K, oui, on est vraiment sur des éditions définitives. On Ouais. pourra pas aller plus loin que ça. Alors après, voilà, si la restauration 4K sortie récemment et pas dingo, il y aura peut-être un meilleur étalonnage, un meilleur scan, etc. qui arrivera. Mais bon, voilà, on arrive vraiment au bout. Tu vois, oui, bah, tu vois, comme à toute épreuve, t'as la meilleure qualité qu'on puisse imaginer, plus plein de bonus super intéressants, plus de quoi lire, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi? Et puis là, on sort effectivement. Bah là, on parlait des Golden Princess. Voilà, avec City on Fire là qui arrive la semaine prochaine, je suis comme un dingue. Et puis après, il y a plein d'autres choses, plein de choses méconnues y compris sur le cinéma asiatique. Donc moi, je suis super content. C'est vrai que là, quand tu vois la copie 4K des 7 samouraïs, t'as juste envie de Mhm. pleurer quand tu regardes le film, quoi. Tu te dis, mais en fait, je l'avais jamais vu le film. Je l'avais jamais vu comme ça, en Ouais, tout cas. tu redécouvres. Ah ben complètement, quoi. C'est juste c'est un kiff pas possible, quoi. Donc oui, oui. Alors après sur les Japonais, il y a encore beaucoup de taf parce que alors certes on a des restaurations 4K magnifiques, notamment sur du Kurosawa. Bon, là les Godzilla arrivent aussi. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a encore beaucoup 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 de films où les scans ont 20 ans et puis c'est pas restauré et puis pour l'instant entre guillemets ils s'en foutent. Et même sur des très gros titres, hein, tu vois. Moi, tu vois, la Toei, je leur avais demandé la liste. Alors, ils ont plus de 5000 films dans leur catalogue. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient restauré 4K, donc pas scanné, hein, restauré, parce qu'ils scannent tout, ça, y a pas de problème. Ouais. Par contre, la restauration, ils en font quasiment pas. Et je crois qu'il y a même pas 50 films, tu vois. Et tu Bon. dis tout ce qu'il y a à faire, quoi. C'est juste incroyable. Là où, par contre, des sociétés comme Kadokawa, eux, ils vont comme des fous au niveau des restaurations, et même sur des trucs, tu vois, les Kaidan, c'était pas non plus les films les plus connus du monde. Moi, quand Oui. j'ai vu la qualité parce que c'est des Master 4K, c'est juste à pleurer, quoi. Alors après, il y a le débat d'égrainage ou pas. Moi Ah, ça, après, oui. ouais, Mhm. voilà, c'est des questions de goût. Mais voilà, c'est vrai qu'on arrive sur des choses définitives. Tu vois, les Carpenters en 4K, enfin voilà, on arrive vraiment, oui. Alors, je pense que c'est aussi un risque, aussi quelque part, parce que finalement, et après, tu vois. Ouais. Alors encore sur le cinéma japonais, je me dis, bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tu vois, les Baby Cars sont pas sortis en 4K, les Disney Blood, enfin, il y a des tonnes de choses. Barberousse, de Kurosawa, on l'a toujours pas vu. Il y a encore énormément de choses. Par contre, c'est vrai que sur le cinéma américain, culte, entre guillemets, enfin, tu vois, moi, On ceux avec commence à
Ouais, ceux avec avoir le lesquels j'ai fond. grandi, tu vois, Cronenberg, Carpenter, tous ces gens-là. Alors Cronenberg, il y a encore des choses à faire, hein, parce que La Mouche, on l'a toujours pas eu, mais c'est vrai que tu vois les Carpenter, quasiment tout a été fait. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis quand tu vois ce qui se passe avec Vinegar Syndrome, tu vois même des Ah, films. mais eux, c'est un autre cas. Ouais, voilà, mais eux, Eux, c'est génial. Enfin, c'est des spécialistes. Ils chassent des pellicules ouais, partout, ils restaurent tout, n'importe quoi, c'est des mais fous. C'est des fous. c'est des piles et des piles et des piles de pellicules, de bobines. Et ils scannent à longueur de journée, en fait. Ouais, Il y a un mec qui a un métier, c'est de tout scanner. Il y en a un, ça va être de restaurer. Ils ont industrialisé le truc. c'est génial. Et il y a plein d'éditeurs qui viennent chez eux se faire restaurer, du Hmm. coup, enfin, c'est labyrinthique. Ouais, Tentaculaire, c'est ça le bon terme, en fait. Ils sont partout. Et là, le mec, il dit, alors là, c'est le porno années 60. Là, c'est le porno années 60. Enfin, tu vois, ouais. ils ont des rangées, mais c'est comique, vraiment. Voilà. Et si on parle de restauration, j'en glisse une qui m'a impressionné. C'est celle du premier Gamera, Ah oui, qui a été supervisé par Shinji Higuchi, oui, il me semble, qui est un film qui date de 65, que je dise pas de bêtises, 65. J'ai rarement vu une restauration pareille pour un film aussi vieux, c'est pour fou, le hein. coup. Ouais. C'est complètement taré. Et je trouve que les restaurations 4K sur les films noirs et blancs, quand c'est bien fait, c'est Oui. à tomber, quoi. C'est à tomber. Et c'est vrai que même alors tu vois, celui d'après, Gamera contre Barugon, qui a des couleurs très vives, très pétantes, etc. Et c'est la super classe aussi, quoi. Mais je trouve que le noir et blanc, euh, quand t'arrives sur une pureté d'image comme ça, c'est juste absolument génial, T'as quoi. 2-3 séquences nocturnes en Mm. plus qui sont très sombres, mais pourtant très 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 belles. J'étais Ouais, assez impressionné de ouais, ça. ouais. Je trouve que rien que quand tu Pour... vois sortir Gamera au début, tu sais, Ouais, de c'est la ça. glace, là, au début, c'est, ouais, Ouais. ouais, 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 Ça vieillit très bien pour des films qui ont 60 ans ouais, officiellement, quoi. ouais, ouais. Pour rebondir sur d'autres de tes films que t'as sortis, moi, il y a une collection qui me fait plaisir, c'est la collection V Cinéma. Mm. J'espère qu'elle se porte bien, déjà, cette collection. J'espère que tu vas en sortir d'autres. J'espère, parce que Lady Battle Cop, première sortie mondiale, il me semble. Oui. Ouais. C'est fou qu'on ait ça. Est-ce que tu comptes la développer, cette collection? Est-ce qu'elle a bien marché? Peut-être un petit point pour les auditeurs, le V-Cinéma, je l'ai dit dans l'intro, mais c'est des films dédiés au marché de la VHS japonaise, avec beaucoup de films d'action, de films d'horreur, et aussi de kusatsu, d'érotisme, tout ça, tourné à la chaîne, souvent très rapidement, et avec un budget assez petit, et parfois des films qui font même pas 1 heure. Fallait que ça aille vite, quoi. Voilà. Est-ce que toi, tu vas la continuer, cette collection? Est-ce que t'en es content? Est-ce que ça va? Alors moi j'en suis très content parce que j'adore les films. Alors pour l'instant il y en a que deux, mais j'adore les deux films qui sont sortis sur cette collection. Crime Hunter évidemment un petit peu de mal. Alors après c'est vrai que tu vois un film d'1 heure vendu 25 €, etc. Parce que en fait il faut savoir que ça a beau être du cinéma, mais alors de l'exploitation pur jus, des films Ah bah qui alors, là un film qui dure qu'1 heure, même pas, tu vois. c'est un film qui est Euh, épuré de tout le gras, en fait, quoi. Ils ont tout ah coupé. ben alors et puis je sais pas si tu as regardé avec le commentaire audio parce que ça aussi on voulait Mm. absolument le garder, mais tu vois qu'en fait le réalisateur dès qu'il y avait pas des gunshots il s'en foutait complètement, quoi. Mais oui! Et que en gros il a écrit le scénario et quand il est arrivé sur le tournage tout le monde lui a dit mais il est où le reste, on n'a pas assez pour faire un film, quoi. Il y avait 3 lignes, quoi, et il s'en foutait complètement, lui il voulait faire du John Woo, quoi. Et donc c'est assez rigolo, quoi. Mais donc oui, alors Crime Hunter, il y a le bouche à oreille qui commence à se mettre en place. Les gens en parlent entre eux, etc. Ils se le conseillent. Donc sur la longueur, ça continue. Lady Battle Cop, ça a bien marché. Ça c'est Ah, c'est bon, et ça. alors ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai jamais de commande en dehors de France, Belgique, Suisse, un peu au Royaume-Uni de temps en temps, mais c'est assez rare sur des films qui sont pas sortis là-bas, comme Great Jailbreak par exemple. Et là, j'ai eu Suède, Finlande, Allemagne, enfin des gens qui ne commandent pas du tout. Non, ça me surprend pas, ça. Ouais, parce que c'est Ça la me seule surprend pas. édition en HD qui est dispo, quoi. C'est ça. C'est souvent, et les Allemands et tout ça, ils commandent beaucoup, Ouais, souvent. ouais, Déjà, j'ai fait des conventions en Allemagne, des conventions cinéphiles, et eux, ils ont une culture du Blu-ray ou du DVD qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Je sais pas si ouais. tu as déjà été. Non, J'ai fait une convention honorifique l'année dernière, et nous, tu vois, tu vas dans une convention, c'est des figurines, des goodies, quelques dédicaces, quelques acteurs, réalisateurs et tout, mais au final, très peu de stands de DVD ou de Blu-ray. mm, Chez eux, c'est des étalages entiers d'éditeurs
édition. Chaque film sort avec 5 couvertures différentes, même Oui, des trucs obscurs. ça, j'ai On parle vu de ça. cinéma. Mm. Je pense à un film d'horreur qui s'appelle Cyclops, qui tourne aussi à moins d'1 heure, et qui est juste un truc de body horror dégueulasse, hyper obscur. Ils l'ont sorti dans 5 coffrets différents, avec 5 jaquettes. C'est des gros ouf. Et dès Ouais. qu'il y a un truc un peu inédit qui arrive chez un éditeur, ils en commandent plein, souvent pour les revendre. Quand je parle souvent avec Pulse Édition, Guillaume, qui avait sorti, je sais plus, c'est un des films de la collection post-apocalyptique. Ça devait être 2072, je sais pas, un des films qui était inédit, en tout cas, aux alentours. Et il y en a eu plein qui sont partis à l'étranger. Ils commandent en masse. Ah ouais. Il avait même fait une jaquette anglophone. Mm. Il avait capté. Ah ouais, ouais. Ça me Je surprend sais pas. que Spectrum, tu vois, vend beaucoup à Hong Kong notamment. Tu vois, il y a des films qui sortent en Blu-ray Ok. chez Spectrum, qui ne sortent pas à Hong Kong, et puis bah du coup, il y en a qui transitent par là-bas. Ouais, ouais. Je sais que pareil, le Chat qui fume, ils avaient quelques éditions au Japon. C'est Ok. étonnant de voir des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais. Mais après, c'est pas déconnant parce qu'il y a quelques années en arrière, je sais que pendant le Festival Lumière, ils avaient invité Peter Baker, donc le gars qui est derrière Criterion, comme une grosse, Mm. grosse, grosse collection. Et en fait, il expliquait que le marché français était un des plus enviés au monde par les collectionneurs étrangers, quoi. Nous, en Ouais. tant qu'acheteurs et consommateurs français, on a tendance à râler parce que le film il est en retard de 2 semaines, parce qu'il manque une virgule, parce que gna gna gna, parce Mm. que le truc est trop Mm. cher de 2 euros. Mais en vrai, on a un des marchés les plus variés, les plus intéressants en fait au monde, les plus Ouais. qualitatifs quoi. Et en fait les gens le savent quoi. Donc Ouais. il n'y a pas forcément que Criterion en fait qui trône tout en haut. En fait, il y a aussi certains éditeurs français qui font leur travail correctement. Et je t'ajoute vraiment clairement dedans, Merci. au point que les yeux des acheteurs étrangers se braquent de plus en plus sur notre marché quoi. Non, et puis merci le CNC, quoi. Tu vois. Aussi, Bah bien ouais, ouais, sûr. ouais. Tu vois, Bien franchement, sûr. sans le CNC, on n'aurait pas cette offre. C'est clair. Parce que non seulement déjà, tous les micro-éditeurs, je pense qu'il en resterait plus beaucoup, Mm. et puis les gros ne prendraient pas certains risques. Tu vois, là où tu vois, sur des gros films, j'en sais rien, moi, tu vois, genre The Gate de Michael Mann, ou tu vois, je sais pas si ça va sortir, mais je crois que si, chez Universal, j'ai entendu dire. Mais tu vois, des trucs comme Hitcher qui ont dû coûter très cher, tu vois, Mm. bah, des éditeurs comme tu vois plus gros comme Sidonis ou Carlotta vont peut-être franchir le pas plus volontiers que bah s'ils avaient pas le CNC derrière, à se dire ouais, enfin à un moment on va plus s'y retrouver, on peut pas casser la tirelire à ce point-là quoi. Donc c'est non, c'est super vertueux et puis du coup enfin voilà l'éventail de l'offre est juste, on n'a pas d'équivalent. Tu vois, même le Royaume-Uni où tu te dis, le Royaume-Uni, c'est les rois du pétrole hein, sur la vidéo, parce que Mm. bah voilà, sous-titré Oui. en anglais, donc ils vendent all over the world, ce qui est, Ouais. bah, moi à chaque fois je me fâche avec ça, avec les Japonais, parce que je leur dis attendez, vous me vendez les droits quasiment au même prix que des Arrow, des Orica, etc. Sauf que une édition limitée, c'est 4000 pièces, quoi. Ouais. Moi, si j'en Ouais. vendais 4000 tout court, je serais déjà bien content. Et ça, ils se rendent pas compte parce qu'ils se disent en France, oui, mais vous êtes le pays du cinéma, machin. Ouais, oui, d'accord, mais enfin, voilà, c'est heureusement qu'on a, oui, effectivement, le CNC derrière qui aide tous ces éditeurs parce que c'est vrai que on a une chance incroyable, quoi. On a une chance incroyable. Et c'est vrai que tu vois des trucs ultra obscurs. Enfin, tu vois, là, Clem Hunter, tu vois, nous, on l'a Mm. sorti, on s'est fait plaisir là-dessus, mais tu vois, chez MDC, chez Badland aussi, ça va aller chercher des trucs, le chat qui fume, etc. Mm. On va chercher des trucs très, très obscurs et ça fait plaisir. Là, tu vois, le chat qui fume, j'avais adoré Incubus, là, qu'ils avaient sorti, tu vois, qui est pour le coup une rareté incroyable. Et le film, je l'avais jamais vu, enfin, je suis tombé de ma chaise. Là, c'est pareil chez Potemkin, tu vois, Dementia, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs très obscurs, mais c'est génial de pouvoir les regarder, quoi. Tu parlais de risque, on va pouvoir passer à un sujet que j'avais en tête, Tora-san. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est que Tora-san pour les auditeurs qui connaissent pas? Parce que pour le coup, c'est pas du cinéma de genre. Là, on parlait de tokusatsu, de Gamera, de V-Cinéma, donc c'est toujours dans la ligne éditoriale du podcast. Mais Tora-san, c'est totalement ailleurs. Mais il faut quand même en parler parce que c'est une grosse sortie, quand même. Mais Oui, paradoxalement, c'est peut-être une des plus risquées oui, pour toi. oui, oui. Et en plus, c'était pas donné. Mais Alors, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes? alors, Tora-san, c'est la plus grande saga de films au Japon. Vous pouvez prendre n'importe quel japonais au hasard dans la rue, lui demander s'il connaît Tora-san, il connaît forcément. C'est encore plus
énorme que chez nous, le gendarme de Saint-Tropez, quoi. Ok. Ça traverse toutes les générations. C'est quelque chose, un phénomène qui est extrêmement culte. Donc c'est une saga qui est aussi la plus longue de l'histoire du cinéma, parce qu'il y a 50 films Ah ouais. donc, dans la saga Tora-san, ouais, 50, ouais. Et 48 ont été réalisés par le même réalisateur qui est Yoji Yamada. Donc Yoji Yamada qui a fait La Servante et le Samouraï du Crépuscule, Les Mouchoirs jaunes du Bonheur, j'en passe et des meilleurs, il a fait presque 100 films, quoi. Et donc Tora-san, c'est assez difficile je trouve à expliquer parce que alors de manière terre à terre, c'est juste l'histoire d'un camelot, donc un vendeur ambulant, assez gaffeur, grande gueule, sorte un petit peu de Pierre Richard, mais voilà, anciennement Yakuza, on connaît pas trop bien son histoire, etc. Qui au bout de 20 ans après avoir quitté avoir quitté sa famille, donc il n'y avait plus que son père qui tapait dessus, donc il a dit c'est bon, je prends mes kicks et mes claques, je m'en vais. Et donc c'était ça, jusque-là, c'était sa tante et son oncle qui s'occupaient de lui. Et donc il s'en va pendant 20 ans, donc ça c'est le premier film, et il revient dans la ville de Shibamata, donc qui est voilà, vous voyez un peu la France éternelle, bah, c'est la même chose au Japon, quoi. Là, c'est vraiment très, très. C'est le seul quartier de Tokyo qui est resté tel quel après les bombardements en 45. Euh, et donc, il revient dans le premier film, il retrouve sa tante et son oncle et sa demi-sœur qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. Et puis il décide de s'installer, etc. Sauf que il fait gaffe sur gaffe, il picole, c'est une feignasse, etc. Il a une grande gueule. Donc à chaque fois dans les films, il doit finalement partir parce que bah, en fait il se met à dos tout le monde et donc il part à travers le Japon. Donc dans un film, on le voit aller dans telle ville. Dans le film d'après, on va le voir dans une autre ville, etc. Et en gros, sur 50 films, il a traversé tout le Japon. Donc on voyage comme ça, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, parce que comme ça s'étale sur presque 60 ans, eh ben, on voit l'évolution des mœurs au Japon, etc., au travers des films. Et à chaque fois, donc dans les films, il revient à Shibamata, tout le monde est super content de le revoir parce qu'ils l'ont pas vu depuis 6 mois, un an, et puis bah, il va refaire des gaffes, il va refaire des conneries, il va rouvrir sa tronche, et puis bah, il va se mettre tout le monde à dos, et il va repartir sur les routes, etc. Et à chaque fois, il tombe amoureux d'une femme, il pense que ça va être l'amour de sa vie, que ça va se faire, etc. Ça ne se fait pas pour diverses raisons, et puis voilà, il repart sur les routes. Mais ce qui est incroyable avec Torasan, c'est que là, de la façon dont je vous le dis, bah, en gros, on a l'impression que c'est le même film photocopié 50 fois. Et en fait, non. Il y a toujours des petites choses qui changent, etc. Et puis, on se fait reprendre au jeu. Et en fait, c'est une série de films où, quand vous sortez alors, de la salle ou du visionnage dans votre salon, etc., vous avez le sourire, quoi. C'est du feel good movie par excellence. Et on se sent mieux, quoi. Quand on voit Tora-san, on se sent mieux que quand on est rentré, quand on a commencé à regarder le film. Et ça, c'est vraiment apporté au crédit de Yamada, qui est vraiment un humaniste profond, hein, on le voit dans les Mouchoirs jaunes du bonheur, etc. Voilà, il y a toujours ce côté positif dans l'âme humaine. Euh, et c'est vraiment, non, c'est à voir, quoi. Et je vous dis, il y a pas de façon plus plaisante de découvrir le Japon, son évolution, sa géographie, ses mœurs, tout ce que vous voulez, sa culture culinaire, parce qu'on voit aussi plein de repas différents, etc. C'est vraiment, c'est passionnant, quoi. Et alors, en plus, nous, on a une chance incroyable, c'est que en France, on a le plus grand expert sur le sujet, qui est français, qui est un ami personnel de Yoji Yamada, qui est Claude Leblanc. Comme je vous disais, il habite tout Qui habite près. à côté de chez toi. Ouais, sur l'île, ouais. Donc, ah bah ça, c'était incroyable parce que moi, je savais C'est pas beau. du tout. Ah ouais, ouais, quand j'ai découvert qu'il habitait juste à côté, je me suis dit, c'est génial, faut qu'on se voit. Et donc, depuis, bah voilà, on s'est vu plein de fois. Et donc, voilà, donc on avait discuté ensemble de, bah voilà, Tora-san, ah, si ça se fait, ce serait incroyable, machin, etc. Puis, il croyait pas trop, quoi, parce que je travaillais pas encore avec la Shochiku. On sait que la Shochiku peut être parfois un peu compliqué, un peu strict. Et puis bah voilà, ça s'est fait, et puis c'est lui qui a chapeauté tous les bonus qu'on retrouvera dans l'édition. Et donc c'est ça l'avantage aussi, c'est que du coup, bah, là il y a une interview exclusive de Yoji Yamada qui a été faite là-bas au Japon. On voit le Torasan Summit parce que
Torasan a une empreinte tellement forte aujourd'hui encore que tous les ans, il y a un festival Torasan pendant 2 jours à Shibamata. Et donc, on voit plein de gens qui s'habillent en Torajiro, donc le héros du film. Yoji Yamada vient sur place pour faire des conférences, etc., du haut de ses 94 ans. Et puis voilà, et puis là-bas, on peut manger tout ce qu'on retrouve dans les différentes villes qui sont parcourues par Torasan, les spécialités, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à découvrir dans le futur coffret. Ouais. Tu fais un coffret de 5 films, du Ouais. coup, pour commencer. Les 5 premiers, ouais. Et l'idée, c'est que tu continueras à les sortir Ouais, si ça marche. c'est ça. Ok. En fait, c'est comme pour Zatoichi, ou stop ou encore, quoi. Si à un moment ça suit plus, bah il faudra arrêter. Donc je ne garantis en aucune manière que je sortirai les 50 films. J'adorerais que ce soit le cas. Parce que ça voudrait dire en plus que dans 5 ans, Roboto sera encore là. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire des coffrets de 5 à un rythme un peu plus soutenu que Zatoichi, parce que moi ce que j'aimerais, comme souvent les contrats sur les licences c'est 4-5 ans, j'aimerais que si on va au bout, au moment où le dernier coffret sortira, que le premier soit toujours disponible. Même si Oui. c'est pas pour très très longtemps, mais en tout cas qu'on puisse encore le trouver. Donc oui, l'idée c'est ça, c'est de se faire un coffret tous les 8-10 mois avec 5 films de manière chronologique et avancer dans la saga. Parce que pour le moment, tu as acquis les droits de combien de films Torasan et de combien de films Satoshi? Sachant que c'est 2 très longues sagas. Là, pour l'instant, j'ai que les 5 premiers pour chacun. Ok. Alors là, je vais à Cannes là, le mois prochain. Donc là, je vais repartir sur les 5 suivants pour chaque série. Mais après, voilà, avec les ayants droit, entre guillemets, c'est pas qu'ils verrouillent, mais là, typiquement, si un éditeur viendrait en disant bah, je veux prendre Zatoichi 13 et 14, je sais pas pourquoi ces deux-là, mais bon, voilà. Je pense qu'il voilà, il dirait attendez, nous, on a déjà un deal, même si c'est pas totalement signé, etc. Tu vois, typiquement, moi, je voulais, il y a 2 ans, j'avais demandé à Kadokawa, je voulais sortir la femme de Seisaku de Masumura, que j'adore ce film. Et ils m'ont dit écoutez, Masumura, c'est Jokers, quoi. Ouais, ouais. En gros, on leur laisse, et voilà, et c'est vrai que comme c'est eux qui défrichent tout le terrain, c'est eux qui récupèrent derrière, donc c'est normal, quoi. Euh, donc voilà, donc il y a un peu de, c'est ça aussi qui est sympa avec les Japonais, c'est qu'une fois qu'on a leur confiance, après, ça se cimente vraiment, quoi. Mais Mm. pour l'instant, oui, c'est le pari, là, c'est les 5 premiers. Donc Zatoichi, c'est sûr, on va continuer parce que le premier coffret s'est bien vendu. Torasan, les premières précos là sont plutôt encourageantes. Euh, et puis là, on va mettre niveau promotion, niveau communication, on va taper assez fort sur Torasan parce que là, clairement, c'est vraiment une série qui peut plaire au grand public, quoi. Euh, Bien sûr. Ça, c'est vraiment. Enfin, moi, tu vois, sur tout ce que j'ai sorti avec Roboto, là, je sais plus à combien on est de films, là, on doit être à 35-40. Il y en a aucun que j'ai filé à ma mère, tu vois. Torasan, je lui filais le coffret, elle va regarder, je pense. Tu n'as pas filé Lady Battle Cop à ta Je n'ai mère? pas. Non, non, bah écoute, ouais, non, non, non. Bizarre. Ouais. Ça peut marcher. Mais alors, pour accompagner du coup cette idée de tout le monde peut aimer, peut apprécier Torasan, c'est aussi la première fois que tu sors un DVD, il me semble. Alors, Tu dis du j'en Blu-ray j'en ai 4K. mis. J'avais fait des combos sur les premiers Mediabook. Shogun Samurai, Oui, c'est vrai. Violent Panic, et je l'avais fait aussi sur Great Jailbreak. Donc, il y avait le Blu-ray et le DVD. Par contre, sorti DVD tout seul, c'est la première fois. Ouais. Donc tu veux vraiment que tout le monde puisse y avoir accès. Ouais, ouais. Sur les volumes qui sont vendus actuellement en préco, le DVD se vend bien par rapport au Blu-ray? Non, Je suis toujours un peu non, curieux non, de non, ça. non. Mais non, 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 c'est rien du tout. Mais voilà, c'est pour les magasins. Donc, Oui, ok. je m'inquiète pas. Parce qu'on voit souvent, c'est sur les réseaux des gens qui râlent il y a encore beaucoup de gens qui achètent des DVD, Mm. Ouais. voilà, etc. J'étais curieux de voir justement si du coup ça se vendait en DVD par rapport au Blu-ray. Ouais, non, non, là, c'est très faible. Je pense qu'on a fait 15 coffrets, là, en préco, là. Ah oui, c'est léger. Ah oui, oui, non, mais DVD, mais je m'inquiète pas plus que ça. C'est en boutique que ça partira. Ok. Je pense, j'espère. Après, il faut que les gens dans les boutiques suivent. Et Ouais, qu'il y ait de la communication de la part des espaces culturels, des vendeurs, etc. oui, ouais. Ouais, ouais. Non, et puis après, c'est vrai que après, c'est un des bons côtés qu'on a en France aussi, c'est le réflexe Fnac, quoi. Tu vois. Alors après, je pars sur
sur les généralistes, hein, évidemment, allez Mhm. plutôt chez Metaluna et compagnie. Mais, mais oui, c'est vrai qu'avec la Fnac, c'est une puissance de frappe qui est. Quand tu proposes tes produits à la Fnac, bon, c'est plus que Cura et tous les autres réunis, quoi. Donc, Ouais. là, je parle vraiment des généralistes. Hein, Ok. après, il y a d'autres, voilà, c'est différent avec du Metaluna, du hors-circuit, du Bien sûr. Potemkin, Gibert, etc. Est-ce que parmi là on a vu que tu avais annoncé les combats sans code d'honneur, qui était le Mhm. truc, ton graal personnel en Ouais. fait que tu voulais éditer. Maintenant que ce truc-là en fait va se faire, est-ce que tu as d'autres films que tu souhaiterais éditer au sein de Roboto, que ça soit du cinéma japonais ou même complètement autre chose, du cinéma hongkongais, du Mm. cinéma indien, du cinéma, même pas forcément du cinéma asiatique, tu vois? Mais est-ce que tu as un film où tu dis: «OK, ça c'est le suivant»? Ouais. Alors, quelque chose qui est de l'ordre du possible ou je peux vraiment Oui, bah, fantasmer enfin, comme tu Ah veux. oui, fais-toi plaisir. Non, bah, évidemment, les Godzilla, moi, Ah bah voilà. Ouais. j'adorerais faire les Godzilla, quoi. Mais je suis pas le seul. Et puis, de toute façon, là, maintenant, avec All the Anime qui a été racheté par Toho, c'est plié maintenant. Donc, Ah bah oui, c'est vrai. C'est eux qui ont sorti Minus One. bah oui. Ah bah oui. Donc, bon, à moins que All the Anime ne gère que les nouveaux Godzilla à venir et peut-être les plus récents, ressortir Shin Godzilla ou des choses comme ça, et peut-être qu'il laisserait les anciens, mais je n'y crois pas beaucoup. Donc oui, Baby Cart, ce serait incroyable aussi. Lady Snowblood, ouais, il y en a plein encore. Hein. Barberousse, Mmh. j'adorerais sortir Barberousse. J'ai cru que Euh, tu allais faire Baby Cart une fois. Parce que Ah ouais? pour chaque vague, en fait, tu teases avec une image. Et Ouais. j'ai reconnu l'acteur de Baby Cart parce que je venais justement de me les refaire quelques jours avant. Je dis, oh putain, c'est bon, Baby Cart chez Roboto, machin. Et comme un connard, je l'annonce de partout. Et puis après, c'était pas Ah ça. ouais? J'ai fait merde. Du coup, j'avais DMP. Il est où Baby Cart et Ah tout. ouais, Je dis, ah, ouais. excusez-moi, je me suis trompé. Ah non, 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 bah ouais, non, bah, c'est trop haut, hein, donc pour l'instant, c'est Ouais. toujours pas possible. Mais sinon, oui, et puis après, en cinéma hors Japon, là, je vais commencer à m'intéresser un petit peu. Là, je vais essayer de voir pour certains films, notamment côté HK, des choses comme ça. Corée Ah. du Sud, je sais que c'est toujours compliqué, donc on m'a La dit. bonne catégorie 3 là. Ah oui. Oui, oui, oui. Mais un petit main behind the sun là. Ah non, non. Non, moi, non. Il y a des gens qui font ça très bien. Euh, voilà. Mais non, non, ça, c'est pas forcément mon grand kiff. Non, non, mais après, ouais, je te dis, côté HK, Corée du Sud, on m'a dit que c'était très cher. Donc, pour l'instant, je vais m'enseigner. Et puis, cinéma américain, oui, alors je vous cache pas que, oui, je réfléchis aussi à potentiellement un autre label qui serait sur du cinéma d'exploitation, des choses comme ça. Ouais. Côté US, quoi. Mais bon, enfin, il y a rien de fait pour l'instant. Je commence un peu à tâtonner, à m'enseigner, etc. Mais ça pourrait, oui, ça me ferait marrer de faire un truc. Alors, pas Vinegar Syndrome, parce que parfois c'est quand même parfois très Z, quoi, mais peut-être Un peu trop. entre le bis et le. Vinegar, il y a 10 Z qui sortent et il y a le Ouais, c'est ça, film, ouais. le Graal dedans, Ouais. qui Mais il finance y a du des coup. trucs. Voilà, Moi, j'ai pris des pieds pas possibles sur certains trucs chez eux. Hein. Moi, il y avait le Blades, là, que j'ai. bien sûr. Incroyable, quoi. Et c'est Incroyable. tout l'intérêt de chez eux, c'est que de toute façon, ils traitent tous les films de la même manière. Que ce Ouais. soit du pur Oui. Z, du bis, de l'exploitation, du Ouais. porno, ou des trucs plus classiques, même type Mhm. d'édition, et c'est respectueux à fond. Ça, j'aime bien. Ouais, Ça, j'aime ouais, bien. complètement, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. On a plus beaucoup de temps, on va aller vers les dernières questions. Là, tu nous parlais du fait que tes prochaines étapes, c'est Cannes. Tu vas aller choper des films, il y a le CNC, etc. Mais du coup, c'est quoi l'avenir plus ou moins proche de Roboto? Sans nous dire des exclus, n'hésite pas, si tu peux. Mhm. Mais qu'est-ce qui nous attend, en gros? Bah là, sur alors il y a déjà pas mal de choses à sortir là sur mai-juin, mais là, la rentrée, ça va être pas mal de coffrets. Alors il y a 2-3 films unitaires qui vont sortir. Hein, je l'avais déjà dit, hein, mais Le Cimetière de la Morale qui arrive aussi. Donc ça, ce sera pour la rentrée. Et puis côté Nikatsu, donc là, on avait fait qu'un seul. Enfin, on avait
n'a pas encore sorti d'ailleurs. L'Hôtel sous un pont rouge et il y a la saga du Vaurien. Là, on va continuer un petit peu de Nikatsu, mais plus dans du film noir et blanc, un peu old school, années 50, etc. Donc des chouettes films. Et puis ouais, on continue Fukasaku, les combats sans code d'honneur. Après, je peux vous le dire parce que je l'ai déjà plus ou moins teasé, mais le volume 2 du coffret Kaidan, Oui. qui arrive aussi, avec des films assez différents, là où le premier c'est plutôt des personnages de femmes, des films très tragiques, etc. Là, on est plus sur des trucs un peu plus grandiloquents, avec des monstres géants, des trucs comme ça. Ça, c'est assez fun. Cool. Et puis, ouais, bah, ouais, c'est vrai que le plus gros, je l'ai déjà plus ou moins teasé, hein, parce que entre le cimetière de la morale, les combats sans code d'honneur, ce coffret Kaidan, il y a le coffret 2 de Zatoichi qui arrive aussi. Voilà, donc ça. Guerre des gangs à Okinawa aussi. Ouais, ouais, donc ça pour juin. Donc oui, oui, là il y a pas mal de là donc Tora-san donc qui arrive au mois de juin, L'Homme Invisible, les deux films de la Dai. Ouais, il y a pas mal de choses. Les monstres de la préhistoire, donc ça dans le genre Je suis à un poil pour Z celui-là. si on veut. Ah celui-là il est phénoménal. Ça. Très bonne pioche. Donc ouais, non, beaucoup de belles choses qui arrivent. Et puis voilà, je commence déjà à réfléchir là sur 2027. Revenir un petit peu sur Kamen Rider ou d'autres figures du Toku, parce que j'ai laissé ça un petit peu de côté. Donc voilà, j'aimerais bien recreuser un petit peu Takashi Miike parce que c'était sympa de sortir Cross Zero. Oui, puis il y a environ Il y a 10 000 plein d'autres films trucs. à Oui, sortir, Bah donc oui, oui. c'est l'avantage. c'est pas ce qui Ouais, manque. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Et puis, moi, il y a un film que je rêve de sortir, mais qui n'est pas disponible pour l'instant. C'était The Bird People in China, Mm. qui est une vraie pépite de Mickey, qui est, à ma connaissance, alors j'ai pas tout vu sa filmographie, mais je crois que c'est son seul film très posé où il y a pas un moment où ça pète les plombs, où ça devient complètement fou. C'est tout le temps très, très soft, très épuré. C'est un super beau film. Bon, bref, enfin, oui, oui, il y a encore plein de choses à les sortir. Je vous dis, 2027, ouais, il y a encore là, si Tora-san ça fonctionne, il y aura le volume 2. Donc, ouais, on va continuer. Gamera Et volume puis 2 potentiellement. aussi. Alors, il y aura autre chose avant. Godzilla. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais Non, bien. c'est du running gag, désolé. Bah écoute, nickel, Ah bah, de Mathieu. toute façon, Godzilla, on se bagarre tous pour l'avoir. Hein. Ça, Mhm. c'est. Mais t'as raison. Je vous imagine tous les éditeurs là en convention cinéphile à Rennes sur un décor justement de kaiju en train de vous On va peut-être fight. régler ça, hein, c'est C'est en ça. octogone, là. En train de démonter des immeubles, tu sais, miniatures. Bah, je pense que j'aurais. Ouais, je pense pas avoir mes chances hein, si on fait ça comme ça. Ouais. Ça va être compliqué. J'ai loupé une question de l'intro qui était totalement logique, mais on l'a totalement zappé parce qu'on est parti directement dans l'édition, en fait, dans le vif du sujet. Hmm. Mais en fait, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le cinéma japonais et ce qui a fait que ça t'a passionné? Bah alors comme je vous disais, hein, moi je suis né en 77, donc évidemment Club Dorothée, etc. Mhm. L'animation japonaise, j'en ai bouffé beaucoup. Ça a suivi avec le manga, Akira quand c'est sorti en salle, c'était la folie, Ah bah, machin. tu Donc, m'étonnes. le parcours assez classique. Hein. Et puis après l'adolescence, tout ça, moi j'étais plus branché musique, donc j'avais un petit peu laissé tomber tout ça. Euh, et puis je crois que c'était la toute première édition DVD des 7 samouraïs. Et j'en avais entendu parler beaucoup, etc. J'avais jamais vu, quoi. Et puis je l'ai regardé sur une télé cathodique 36 centimètres. Voilà. En plus, le DVD, l'image était vraiment dégueulasse. Mais j'ai C'était le pris. DVD Film sans frontières, là? Non, 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 c'était les Ah, films parce de que ma là. vie, je crois. Ah, ok. Allez, il avait fait aussi Film sans Il me frontières. semble, Ouais, j'ai d'accord. un petit doute. Ah Mais ouais. là, ça vient de De popper dans. toute façon, il a tout fait, lui, finalement. Ah ouais. Bah C'est oui, ça le bah problème. lui, ce qui est bien, c'est que lui, par contre, les niveaux catalogue, il a accès à tout. Ouais, Vu ouais. que... voilà, quoi. Ah bah oui. Et donc, ouais, ouais, les 7 samouraïs, ça a été vraiment une énorme claque. Et puis après, je sais plus, j'avais enchaîné, je crois, sur Kitano aussi. À l'époque, je sais plus où on en était. On était peut-être à Anabi ou un truc comme ça. Pareil, grosse claque et tout. Enfin, vraiment ce côté.
quand on a été tellement bercé, comme je disais, moi c'était Génération Vidéo Club, tout ça, donc cinéma américain quasi exclusif, quoi. Et voir comme ça tous les codes volés en éclats avec le cinéma. Alors pour moi japonais, parce que c'est par là que je suis rentré, il y en a d'autres, c'est par le cinéma HK, mais ce côté, ouais, les codes qui explosent, et puis avec la Girard, des films qui finissent mal, etc. Quand on voit Ring la première fois, ça fait toujours un choc parce que putain, ça finit mal et tout, incroyable. Et puis pareil, après, un petit peu plus tard, moi je m'étais pris des claques comme Kairo de Kiyoshi Kurosawa, c'était absolument, absolument incroyable. Et puis oui, après tout ce travail qu'on a vu des éditeurs, des Whiteside, de HK, ce que Pierre Dionnet a fait aussi, Christophe avec Asian Gans. Star et tout ça. Ouais, Christophe Gans, forcément. Donc voilà, qui ont ramené après par container entier des centaines de films. Donc, ouais, et puis en parallèle, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le Wong Kar-wai aussi, l'explosion de Wong Kar-wai avait, je pense, a aussi converti pas mal de gens à l'époque. Ouais. On connaissait pas bien finalement tout ce cinéma qui venait d'Asie, et puis on découvre des trucs très, très stylisés, très, très différents. Donc ouais, c'était beaucoup ça. Mais c'était les 7 samouraïs, moi, la mèche de tout ça, quoi. Et Ok. tiens, une question que je me suis posée tout à l'heure, mais je pense que tu y as déjà répondu plusieurs fois, mais on va la poser quand même. Le nom Roboto, il provient d'où? Hmm. Alors, je pense, parce que je n'en suis pas certain, moi, je pense que au moment où je cherchais un nom, je rematais la série Densho Otoko. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. C'est un drama japonais, mais très très fun. Je suis pas très drama japonais, mais celui-là, il est vraiment vraiment exceptionnel. J'ai voulu le sortir d'ailleurs, mais j'ai pas réussi à avoir les droits. Et dedans, il y a la chanson de Styx, Domo Arigato, Mr. Roboto. Et puis je me suis dit, bah tiens, ouais, Roboto, c'est marrant parce que ça sonne un peu occidental, Ça ça passe bien, pourrait ouais. sonner italien, ou voilà. Et puis le Roboto, bah, c'est un mot japonais, quoi. Donc, enfin, c'est japonisé, entre guillemets. Que voilà, quand, les Japonais, Roboto, pour eux, c'est robot. Donc, et puis, alors, je m'étais fait tout un truc avec un logo, avec un robot, etc. Puis finalement, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, ouais, les gens vont croire que c'est un label de jeux vidéo ou je sais pas quoi. Mais ouais, c'était ça, quoi. De mémoire, c'était ça. Ok. Ok. Je voulais pas un truc un peu katana, film, ouais, tu vois, le Un truc truc un bien peu, cliché japonais. ouais, téléphoner à mort. Et Tu tout, mets ouais, ton logo et le voulais son quand tu lances le Blu-ray, c'est un bruit de sabre ou. Ching, ouais. Accidentellement Ouais, raciste, non. tu sais. Non, non. Ouais, je voulais éviter les vieux trucs comme ça. Ouais. Tu m'étonnes. Bah écoute, bah merci beaucoup, Alexandre. Non, merci à vous. Bah non, mais ça fait plaisir vraiment. C'était sympa. Tu repasses quand tu veux, on se captera de toute façon en vrai, un de ces quatre, hein, que ce soit Ouais. à Lyon pour Mathieu ou vers Nantes si tu passes par là. Peut-être que j'irai à la convention cinéphile, je verrai. Ouais. Puis sinon sur Paris ou ailleurs, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Ah bah carrément. Ouais. Bah merci à vous.